Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la présentation d'un nouveau projet et le commencement. Mais avant ça, je vais aussi parler de deux trois petites choses qui me paraissent intéressantes de discuter et bien sûr quelques petits bricoles que j'ai fait. Donc allons-y. Avant de passer aux techniques, je vais en profiter pour remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui regardent les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. C'est pour ça que je continue et que j'entame un nouveau projet aujourd'hui. Parce que moi-même j'apprends beaucoup de choses en faisant ça et puis des fois en regardant la vidéo. Ça permet de voir les méthodes de travail d'un autre point de vue. Donc c'est toujours assez intéressant. Donc voilà, c'est grâce à vous que je continue. Donc merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première vidéo que vous voyez. N'hésitez pas à commenter et à dire vos recommandations. Et si vous avez un sujet en particulier, n'hésitez pas. Première chose avant de commencer, c'est la lunette pour les arbres porte-fraises que j'ai terminé il y a quelques temps de ça déjà. J'ai pas filmé la, le chanfrein ici et la fabrication du palier bronze. Tout simplement parce que ça me permettait pas. J'ai fait ça, pas à la course, mais j'ai fait ça entre deux. Et voilà, j'ai pas eu le temps de filmer, donc je préfère vous le montrer là parce que bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une bague bronze, d'accord. Euh, je sais plus exactement ce que c'est comme bronze. Enfin, j'ai le bronze de glissement. Donc ébauche extérieure, ébauche intérieure, finition extérieure. J'ai pressé dedans. Je voulais le coller au début, puis j'ai pressé dedans. J'ai dû mettre un centième de serrage dedans. Il s'est pas déformé, donc c'est bien. Il y a un trou de, il y a deux trous de graissage. Donc en fait, il y a une gorge de graissage qui fait tout le tour. Donc en fait, c'est ça. On a de l'huile en permanence autour avec un graisseur comme ça. Et voilà, pareil, j'ai fait un chanfrein ici. Parce que tout simplement dans le modèle original, ça permet voilà, de dégager l'écrou tout en évitant de sortir trop les barres. Bon, c'est plus esthétique qu'autre chose, mais ça permettait toujours de regarder. Donc j'ai tout simplement fait qu'une fraise à chanfreiner inversée, quoi, du coup. Donc voilà pour la lunette. Donc je pense que je vais continuer sur ce sujet-là, parce que les arbres porte-fraises à fabriquer, ça va être intéressant aussi à faire. Donc voilà. Donc à suivre. Donc présentation du nouveau projet. Alors, comme vous pouvez le voir, le bloc d'acier qui est monté dans les taux, ça va être pour réaliser une mortaiseuse. Donc la mortaiseuse qui se monte originalement, qui est fabriquée en original par Chaublin. Étant donné la rareté du prix qu'on en a pour ces choses-là, j'ai préféré la fabriquer. Et étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos, ça peut être intéressant à montrer. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc j'ai regardé le modèle original Chaublin, mais j'ai changé pas mal de choses par rapport à ce modèle-là, parce que bon, d'ailleurs j'avais pas les codes, j'ai juste le dessin d'ensemble, une coupe. Donc je suis parti de cette coupe-là et j'ai complètement pas modifié, mais il y a que l'extérieur, je me suis inspiré du modèle. Donc en- il va, il va marcher pareil, sauf que les pièces ne vont pas ressembler à l'intérieur, ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc on a une réduction par pignon. Il y a le coulisseau qui bien sûr monte et qui descend. Donc j'ai fait une photocopie du système original. Donc la forme extérieure va ressembler, va pratiquement ressembler à ça, hormis quelques détails. Donc en fait on a un gros coulisseau qui se déplace sur une semelle qui peut pivoter à 180 degrés. Donc c'est ce que je vais faire. On est entraîné par la broche horizontale. Donc en fait on enlève la tête verticale et on monte comme sur beaucoup de fraiseuses d'ailleurs. Et on enlève le pignon d'entraînement de la tête verticale pour mettre un autre. Donc pareil, j'ai tout dessiné ça. Et on a le train de pignon qui permet de réduire par deux la vitesse. Moi, j'ai pas fait tout à fait par deux pour question d'encombrement. Et donc là, on a tout le système qui permet réglage de l'excentrique de la course. Donc on a à peu près 62 mm de course au grand maximum. Et on a le bélier avec le porte-outil qui est là. Donc j'ai un tracé
à grandeur réelle, donc d'accord, des pignons et de la boîte de réduction. Et j'ai tout un 3D, donc je vous montrerai dans la vidéo, qui va me permettre de me baser là-dessus aussi. Et au fil de la fabrication, ça me permettra d'ajuster des choses si je vois qu'il est nécessaire. Donc voilà, et donc là, on va commencer par la partie corps de donc la semelle, où en fait où va se fixer la tête, où on monte sur les deux barres porte-fraises, hein. Et donc voilà, j'ai fait des tracés tout simplement à la main pour déterminer tous mes emplacements. Donc après avoir fait les tracés à grande échelle, un pour un. Donc c'est ce qui va me permettre de faire ça. Et je vais aussi vous montrer à titre d'information, parce que je sais il y a beaucoup de monde qui aime ça. C'est vous montrer des anciennes docks d'une compagnie française qui s'appelle Huron, donc qui est comme Cazeneuve très connu dans ce pays-là, en France, bon, dans beaucoup d'autres pays ailleurs. Ça fait partie de ma liste entre guillemets de fraiseuses. Voilà, pour moi, il y a eu trois grands fabricants qui ont réussi à marquer l'innovation dans ce domaine-là. C'était Huron, Cincinnati pour moi et Deckel, qui ont été trois grands fabricants qui ont su vraiment moderniser la fraiseuse dans les années 50 et pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, c'est tout simplement des anciennes brochures. Donc en fait, on en avait une voilà, à mon lycée, mon ex-lycée, et où je travaille aussi, on en a quelques-unes. Et donc en fait, ici, on a la série N qui permet de réaliser tous les travaux d'outillage et de production, plus production pour la série N. Donc on peut voir la tête. Je vais essayer. Donc voilà la tête, on avait un calculateur de vitesse. Ici la console, quelques photos rapides de ce qu'on peut faire avec la machine, taillage de moule, donc ce qui était une des particularités de la machine. Voilà encore des matrices, une fraiseuse Huron qui taille un étau Huron. Et donc voilà la géométrie de la machine. En fait, la particularité d'une fraiseuse Huron, c'est que on n'a que au maximum deux empilages d'axes. L'axe X est empilé sur la console qui elle-même fait le Z. Et on a le Y comme sur la Chaublin 13 qui est en haut. Et ça vous donne une précision redoutable et vraiment une rigidité et vraiment une solidité à toute épreuve. Puisqu'en fait, on n'a pas l'empilement des trois chariots. C'est ce qui fait vraiment la différence sur ces machines-là. On a une colonne de guidage qui évite le basculement de la table et ce qui limite l'usure aussi. Machines qui sont extrêmement durables. Pareil, ici, on peut voir l'utilisation de la coulisse frontale. Voilà, on a quelques données techniques, hein. 12 chevaux, ça commence à parler. Et comme toutes les fraiseuses, on a la tête amortisée qui se monte sur le même principe que la Chaublin 13. Et donc c'est ce qui m'a aussi inspiré à faire ce projet-là. Tête à alésée, etc. Visu, donc on peut voir à quoi ça ressemblait fut un temps. Et j'en ai un autre, il me semble. On voit la gamme de fraiseuses. Donc qui est assez intéressant, je ne sais pas si on va voir grand chose. Donc en fait voilà, où je travaille on a deux M et on a une R. Une R880 qui permet à bâti fixe, table fixe et tout le montant se déplace, qui permet vraiment de prendre de la pièce du mécano soudé, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est vraiment pratique et bien sûr faisait des machines à commande numérique. Voilà une autre photo. Ce que je trouve, donc Huron existe toujours, donc elle s'est reconvertie comme beaucoup dans ce qui marche le mieux, donc c'est-à-dire les centres d'usinage, puisque c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et il me semble que la compagnie
Donc c'est toujours c'est fabriqué en Alsace, mais il me semble que la compagnie est indienne maintenant. À vérifier, je ne sais pas. Mais voilà un petit peu, je sais qu'il y en a qui aiment ça. Bon, ceux qui aiment pas, vous sauterez le passage, mais je sais qu'il y en a qui aiment. Ça va rappeler des souvenirs à quelqu'un, ou je sais que comme notre ami de chez Usinage Muller en a une, en conversationnel, une M. Donc bonne machine. Allez, on y va. Donc assez de discussion, on se tourne à l'usinage. Donc j'ai réfléchi plusieurs fois à comment m'y prendre pour faire ces pièces. Et donc en fait, je vais essayer de me baser tout le temps sur les mêmes surfaces de référence pour toute la suite, ce qui va me permettre de garder de la précision tout au long et une certaine correspondance des surfaces entre elles. Alors je vous ai épargné la mise au prisme du dé, du cube, parce que c'est pas quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est relativement critique en fraisage, mais c'est voilà, c'est pas quelque chose vraiment d'intéressant à montrer. Voilà, donc c'est du tourteau. Je me suis monté en horizontal pour fraiser et puis dégaucher mon étau. Comme vous pouvez voir, j'utilise l'étau aussi, comme vous pouvez voir dans la chaîne d'usine du SM Fabrication. Le Sébastien il disait d'utiliser son étau dans ce sens-là pour éviter le lubrifiant. Et sur cet étau-là, je le fais aussi tout simplement parce que c'est un étau de commande numérique et en fait on n'a pas de goulotte pour récupérer le lubrifiant. Malgré que ma table soit large, on est un peu limite. Et j'aime bien utiliser le lubrifiant, ça me permet quand même d'augmenter la durée de vie des outils. Donc là, je vais simplement surfacer pour que mes deux surfaces soient parallèles. Et ensuite, on attaquera l'alésage, les trois alésages qui vont être du côté du bélier et qui vont me permettre de fixer la tête. Donc j'ai monté la même barre alésée que j'avais montée pour faire les alésages de la lunette. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser on appelle ça en anglais du fly cutter, qui permet en fait tout simplement de surfacer avec un outil une dent. C'est assez long, c'est parfois assez galère pour avoir un bon fini, mais après on arrive toujours à avoir ce qu'on veut. Pas tourner trop vite. Il y en a qui aiment bien tourner vite. Moi ici dans ce montage là, je peux pas me permettre de tourner trop vite, j'ai quand même une longue rallonge. Donc je vais tourner à 112 tours et avancer à 38 mm minute. Ok. Donc ce qui va nous faire 112 fois 0,1. Donc on va avancer à 3 dixièmes et demi par tour en harnais pour éviter d'aller trop vite. Et ça me devrait me laisser un super état de finition. C'est ce que j'ai fait l'autre jour pour l'autre côté. On va y aller, on va voir je vais prendre une passe. J'ai 1 dixième à prendre. Voilà, ce que je veux, c'est pas forcément une cote d'épaisseur vraiment très précise, mais plutôt une bonne géométrie. Donc ici, à parallélisme. Donc on y va. Allez, on va voir ce que ça donne. Déjà pas de vibration. Bien serrer ma table. Et on se reprend quand on est fini. Je suis dans le 200e aux 4 coins. Donc qui est entièrement suffisant puisqu'après la face va être prise autour. Donc 200e aux 4 coins, c'est bon pour ça. On peut continuer l'usinage. Alors mon dessin vaut ce qu'il vaut, il est assez pauvre, mais je vous mettrai une vue 3D pour que vous voyez bien. Alors il y a
Donc aujourd'hui, on va s'occuper, enfin aujourd'hui, dans la première partie de la vidéo, on va s'occuper de ça. Donc l'alésage où va se loger le pignon, en fait c'est cet alésage là. Pareil, je vous mettrai des vues 3D. Donc cet alésage là où en fait on vient loger le nez de broche et le pignon, le cône. Et autour, après ça, je reprendrai pour faire tous les diamètres précis ici. Donc en fait on a deux portées de roulement. Un roulement diamètre 85. Donc j'ai pris ce que j'avais dans mes archives. Hein. J'ai pas au neuf. Et il s'avérait que j'avais un roulement de 85 ici et un autre, je me souviens plus de la cote, enfin bref, deux roulements, un en tête et un à l'arrière. Donc le tête pour soutenir vraiment l'effort des à-coups et celui de derrière tout simplement pour équilibrer, et le gros roulement sera maintenu par des circlips, enfin un pour l'instant. Et on a aussi une rainure à T circulaire à faire qui est centrée sur un épaulement ici, on peut le voir. C'est voilà, c'est quelque chose qui va demander un petit peu pas de technique, mais voilà, faire attention. Donc ça c'est pareil, je vais le faire autour parce qu'à la fraiseuse après ça va te demander il faut au moins avoir deux fraises pour faire ça, et ce que j'ai pas. Donc je préfère faire autour toute cette partie là. Et ensuite, ça me permettra de me dégauchir par rapport à la face. Donc vu que mes deux faces sont parallèles, ça me permettra dans le 4 morts de me dégauchir plan et en coaxialité. Donc c'est pas de sein léger, hein, mais... Donc j'ai également repéré par un R mes surfaces de référence pour lesquelles je vais appuyer sur mon Morphix dégauchi sur ma fraiseuse. C'est ce qui va me permettre l'alignement de tous les alésages. Donc il y a cette face là, donc c'est vraiment ma surface principale qui va me servir de référence. Et j'ai la face arrière aussi. C'est laquelle? C'est l'autre aussi. Ça doit être l'autre puisque j'ai mis deux coups de pointeau. Faut que j'y retrouve. Ouais, c'est celle-là. Ouais, si c'est celle-là, j'ai mis deux coups de pointeau qui vont me servir en fait tout simplement à les repérer. D'habitude, je mettais un coup de feutre comme j'avais fait là, mais le problème c'est que le lubrifiant, le feutre, il dure pas longtemps. Donc ça m'est déjà arrivé j'allais dire un vilain mot, mais ça m'est pas arrivé de me faire avoir, mais pas loin. Donc attention à ça. Surface de référence en fraisage, comme en tournage d'ailleurs, c'est toujours important. Les surfaces de référence, c'est là où démarrent tous vos usinages. Donc sur une pièce, parce que bien sûr une pièce a une fonction. Et ici, bien sûr, c'est d'assurer le mouvement perpendiculaire de la tête amortisée du coulisseau par rapport à la table. Donc cette pièce elle est cruciale dans cette action-là. Et donc il faut définir les surfaces de référence. Et donc ça, c'est mécanique, il faut le définir en fait en réfléchissant. On les voit tout de suite quand c'est nous qui les faisons, quand c'est nous qui fabriquons les pièces, quand on les conçoit et qu'on les fabrique jusqu'à la fin. Mais quand c'est des pièces qui sortent de bureau d'études, après c'est pas forcément évident de comprendre, et surtout quand on ne sait pas sur quoi la pièce se monte. Donc c'est pour ça il faut toujours réfléchir à ces surfaces, parce que c'est là où tous vos départs d'usinage vont être à faire. Donc il peut en avoir une, deux sur des pièces compliquées, après il peut en avoir plusieurs. Pareil, mes deux, je vais m'apprêter à monter la pièce dans les taux. Mes deux surfaces de référence, donc qui vont me permettre de faire, comme je l'ai dit, toute la suite de mon usinage, doivent être absolument montées contre les appuis. Donc c'est-à-dire le plan de l'étau et le Morphix, qui sont deux surfaces théoriquement de référence. C'est vrai dans les étaux de bonne qualité. Quand vous descendez un petit peu dans les gammes, des fois ça se tient à 3-4 centièmes, donc c'est déjà beaucoup plus gros, et vous arrivez à avoir des fois des défauts sur des pièces de cette taille là. Déjà sur celle-là, peut-être que je vais avoir du défaut. On va voir comment ça se passe, hein. Donc j'ai monté deux cales parallèles, montage tout à fait classique. J'ai simplement enlevé les mordures pour permettre d'avoir plus de place entre ces deux là.
ce qui me permet de monter la pièce. Et donc je vérifie bien, parce que ça pèse quand même assez lourd, que mes deux surfaces de référence soient contre le Morphix. Donc ici, les trois surfaces là, voilà, les deux sont là. Donc la pièce se monte comme ça. Voilà comment la pièce se monte dans l'étau. Ma première phase de référence, ma deuxième. Ici, c'était ma référence pour faire le cube. Qui n'est pas forcément... c'était une référence voilà, qui n'était pas aussi cruciale, puisque le cube ici n'a que pour but d'être esthétique. Je viens serrer tout ça. Bien sûr, on vérifie que notre étau est bien propre. Toujours. 60, allez, je vais dire 75% d'usinage et le reste en entretien et en nettoyage. C'est vraiment la clé pour réussir des pièces. Il n'y a pas de miracle. Hein. Dans les autres métiers, c'est déjà vrai. Alors en usinage où ça se tient en centième, c'est plus que vrai. Et on serre l'étau. On tape jamais sur la... Moi, personnellement, je tape jamais sur la... Bon, ici, c'est pas forcément vrai, mais je tape jamais au maillet sur la clé. Pourquoi? Pour une raison simple. Parce que si je tape sur ma clé, je ne connais pas l'effort que je mets. Alors que là, à force de serrer mon étau, j'ai déjà un petit peu de ressenti et je sais quel effort je mets sur la pièce. Bon, ici, c'est pas forcément vrai puisque la pièce n'a pas lieu de se déformer ou très peu. Voilà. Donc voilà. Normalement, les cales ne sont pas forcément bien plaquées. Donc ici, ça me fait mentir. Elles bougent encore, mais elles ne sont pas tout à fait plaquées. Il faut que les cales parallèles ne bougent plus. Si elles bougent, c'est qu'il y a du jour. Et s'il y a du jour, c'est qu'il y a du jeu. Et on met énergique, coup ferme. On vérifie bien que les deux cales parallèles soient immobiles sur notre mort. Et là, je sais parfaitement que la pièce est absolument bien calée. Donc là, c'est parfait. Bon, alors, j'ai eu un petit problème par rapport à mes trous. Donc là, si vous... Dans la séquence d'avant, si je vais la laisser... donc j'ai eu un problème, donc j'ai fait les pointages. Mais il me manquait... Il y avait 10 mm de décalage. Alors, j'ai dû mal prendre mes cotes. Donc c'est le problème, vu que j'ai plus de licence, je peux plus faire de plan directement sur la machine. Je suis obligé de reporter à chaque fois mes plans. Donc bon, c'est pas très grave, mais donc là, j'ai eu à 130 du bord. C'est bien ce qui me semblait que c'était des cotes un peu bizarres avant. Donc là, je suis à 130, 72,25 et là 50. Voilà, c'est bien ça et pas autre chose. Donc heureusement, j'avais encore rien percé. J'avais fait que les pointages toujours. Toujours vérifier, comme quoi on n'est jamais trop sûr. Donc je vais faire le plus gros alésage puisque c'est celui qui demande le moins de précision, entre guillemets. Donc il va être de profondeur, celui-là c'est la bonne, 40. Donc diamètre 44 sur 40 de profondeur et diamètre 71 sur 20. Donc c'est pour laisser passer le pignon et le cône. J'approche mon outil. Voilà. Z0. Deux trous diamètre, deux alésages fini, diamètre 42 sur 20 de long.
vais mettre 18, on va tourner à 400 tours. Environ. Et on va prendre un dixième par tour. Donc ça fait un peu, ça fait 40,5. Je suis à 38 mm minute. Donc là, je vais inclure la pointe dans mon calcul, tout simplement. Après, je viendrai dresser le fond. Il est là. Voilà. Ça nous donne un réglet de 4 dixièmes d'épaisseur. Z0. Zéro. Donc là, j'inclus ma pointe. Donc là, je vais à 40 de profondeur. Avec de l'arrosage. Alors forêt de 38 que j'ai réduit volontairement pour qu'il puisse passer dans la machine. Parce que sinon il y a un adaptateur Conmorse 3, mais le problème c'est que ça fait vraiment un empilage extrêmement long. Et pour les forêts c'est pas toujours bien. Donc on va tourner 38, 180 tours. À peine. En harnais. « 160, c'est déjà pas mal. On va prendre un dixième à la dent, toujours pareil. Donc là, ça va risquer de vibrer encore un coup. C'est pas très grave. Petite mise en garde avec les gros engins, les gros forêts, les gros copeaux. C'est des copeaux qui sont longs. Comme vous pouvez écouter, la machine force énormément pour arriver à pénétrer parce qu'il y a quand même une bonne largeur de coupe. Hein. Il y a 10 mm. Donc ça fait 20 mm, pardon. Donc ça fait déjà pas mal à enlever d'un coup. Et bon, le forêt est pas trop mal affûté. Les copeaux sortent bien, mais attention, on enlève tout ce qui est dans le passage parce que ça va tourner. Même ça ne tourne pas vite, il ne faut pas chercher à attraper le copeau ou à faire je ne sais quoi en mouvement. Si on a quelque chose à faire, on arrête la machine, on prend le tire-copeau ou les gants et on fait correctement. Jamais, jamais, jamais en mouvement, hein. Sinon
Là, ça arrache tout. Déjà, le tuyau de lubrifiant, ça le fait secouer pas mal. Donc, vos doigts, surtout pas. Je vais faire les deux autres hors caméra, les finir carrément. Comme ça, on n'en parle plus. Ces deux-là sont torchés. Et après, par contre, on se reprendra pour faire cet alésage épaulé. Parce que j'ai deux, trois petites choses à vous montrer à ce sujet-là. Et ensuite, on continuera peut-être par attaquer la suite, donc c'est-à-dire le bloc qui va venir se monter dessus. Je ne sais pas encore comment, je vais réfléchir, mais une chose qui est sûre, c'est le prochain coup on se retrouve, on s'occupe de cet alésage-là et celui du milieu. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le projet va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour la suite du projet.